quand t'es père avec une poussette dans la rue, toutes les femmes savent mieux que toi ce qu'il faut faire. Hein. Et si en plus le bébé pleure, c'est fini, quoi. Et ça a commencé le jour de l'accouchement, où je me suis senti considéré comme par défaut incapable, et donc voilà, on va décider à ta place, et ton avis ne compte pas. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Je suis content de te retrouver là. Bonjour. Je suis très heureux qu'on se retrouve là parce que on a fait un épisode d'Histoire de succès ensemble où on a parlé un peu de paternité, beaucoup plus de paternité que j'ai l'habitude de parler avec mes autres invités. Et je crois que c'est un sujet qui te tient à cœur. Et en fait, en sortant de là, je me suis dit, t'as notamment dit des trucs dans ce podcast où je me suis dit, faut vraiment qu'on ait un épisode où on parle ensemble du sujet plus longuement en fait, parce que t'as des messages à faire passer que je trouve qui méritent d'être passés, notamment sur ta place de boss aujourd'hui d'une boîte qui est en train de grossir, t'as plus de 100 salariés aujourd'hui, t'en as encore embauché plein depuis ouais, un peu moins de 100, ouais, 90 on doit être en tout. Okay. Ouais. Et en même temps, t'es dans ce truc de moi je veux vivre ma vie de père et pas passer à côté de ma situation de père parce que j'ai aujourd'hui une boîte à faire tourner. Ouais, mais moi j'avais vu une interview de Xavier Niel que j'ai jamais compris, c'est qu'il disait si tu veux réussir ta start-up, il faut que tu te dévoues à fond et tant pis pour ta famille, tant pis pour tes enfants. Et je ne vis pas ça du tout. Tant pis pour des tas d'autres choses, d'accord. Par contre, au contraire, c'est probablement même plus simple pour moi parce que j'ai une flexibilité qu'en tant que salarié, tu as plus de difficultés à avoir et ça m'a permis de continuer tout le plaisir que j'ai de passer avec mes filles, que j'avais déjà avant, elles sont nées bien avant que je crée la boîte, mais oui, non, mais je trouve mon équilibre dans ma relation avec ma famille, avec ma compagne et mes enfants, et j'ai plus le temps de faire de sport, et ça je l'ai. Ok, c'est un vrai truc pour toi. Bon, la première question que je pose à mes invités, c'est comment t'es venu l'envie de devenir père? Alors comment, je sais pas, quand, je sais à peu près. Comment, je sais pas, c'est arrivé. C'est-à-dire que jusqu'à 34 ans, j'avais pas envie d'être père. J'ai été marié une première fois. Et donc on a divorcé et on n'a jamais eu d'enfant, on n'a jamais eu envie d'avoir d'enfant, on n'en a jamais parlé, c'était pas un sujet, c'était pas, alors que tu vois on s'est marié à 27 ans comme tous les bons bourgeois et donc tout était organisé pour 3 enfants étalés sur 3 ans et ils sont pas venus. Et du tout, mais sans aucune, enfin voilà, c'était pas le sujet, c'était aucune envie. Et plus tard, alors que je vivais en Italie, et que j'étais jeune et que je faisais la fête, là d'un coup j'ai eu envie d'être papa. J'ai eu envie d'avoir des enfants et j'ai eu envie de trouver quelqu'un avec qui faire des enfants, et c'est devenu très très important dans petit à petit une obsession. Parce que c'était pas, tu vois, par exemple, j'ai des invités qui me disent, moi, depuis que j'ai 15 ans, j'ai un peu ce truc où les enfants m'intéressent, je suis autour des enfants et c'est cool. Toi, c'était pas du tout ton truc, quoi. Alors, je me suis dit, tu allais me poser cette question, et je me suis souvenu que je jouais à la poupée quand j'étais petit. Voilà. Ouais, okay. C'est un peu limite, tu vois, c'est le max que je peux faire. Mais j'étais un garçon et je jouais à la poupée. Okay. Donc ça surprenait. Après, j'ai joué avec des Big Jim et des Action Joe, donc ça surprenait moins, mais ça reste un jeu de poupée en fait. Non, j'ai pas de souvenir de m'être dit je vais être papa et je vais m'occuper de mes enfants, etc. Par contre, il y a eu vraiment un moment où je pense que d'un point de vue hormonal,
d'un point de vue sauvegarde de l'espèce, il faut transmettre ses gènes et c'est devenu très très important. Autour de 34, alors tu dis Ouais, 34, 35, ouais, 35, ouais. Et donc l'objectif après, c'était de te trouver, j'imagine, une compagne ou t'étais déjà avec ta... C'était Je te sens galérer. Oui, je galère. Non, mais en fait, c'était un moment où donc moi j'étais célibataire, je faisais la fête, c'est la fameuse époque Golden Boy et puis là après je suis tombé sur ma compagne et qui avait elle aussi envie d'avoir des enfants et c'est venu. Ok. Mais j'ai pas cherché absolument, c'est-à-dire que j'ai fait ma vie de couple et en même temps je voulais des enfants et on n'en a pas parlé avant si tu veux. Okay. C'est que voilà, on était ensemble, on se trouvait bien et moi j'en avais envie, elle en avait envie et on n'en avait jamais vraiment discuté là-dessus. Okay. Et puis c'est arrivé et on était content quoi. C'est fou parce que je me dis, tu vois, à 34 ans, 35 ans, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est un sujet qui doit venir assez rapidement en fait, tu vois. En France, oui, absolument pas en Italie. Ah oui. C'est une question très culturelle ça. On se rend pas compte en France à quel point c'est culturel. Explique-moi. En France, quand tu rencontres une personne de 30 ans qui n'a pas d'enfant, en tous les cas pour les gens de ma génération, il s'est passé quelque chose. Tu lui dis, ou qui est pas marié, tu lui dis pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, t'as divorcé, t'as eu un problème. Et en Italie, si t'es une femme qui a des enfants avant 37 ans, tu es folle, et un homme avant 40 ans, tu es fou. Et plus d'un enfant, c'est de la folie. Et j'ai beaucoup de gens d'amis italiens ou italiennes qui n'ont pas d'enfants et qui n'en auront plus parce qu'ils ont mon âge. Et donc c'est tout à fait naturel. Et ça avait choqué d'ailleurs ma compagne quand la première fois qu'elle est venue en France avec moi et qu'on a fait, il y avait une soirée avec des tas d'amis. Et ils sont tous venus lui demander, mais c'est quoi ton passé? Parce que c'est quand même bizarre, tu vois, c'est bizarre. Alors au début, elle a trouvé ça sympa la première fois, elle s'est dit, les gens s'intéressent à moi. Puis la 17e fois dans la même soirée, elle les dit, ils sont fous ces Français, quoi. Et donc c'est très très culturel en France. Et puis c'est de la curiosité un peu mal placée, quoi, tu vois, pourquoi t'as pas eu d'enfant? Mais peut avoir plein de raisons, quoi. Ouais, après les gens boivent, tu vois. Les gens boivent, d'accord. Alors ça excuse avec modération. Non, mais ça excuse pas. Mais bon, voilà, ils discutent, ils s'intéressent et ils ont des réflexes culturels qui leur semblent normaux. Ouais. Voilà. Ok. Comment est-ce que tu as le souvenir de la fois où ta femme est venue t'annoncer qu'elle était peut-être enceinte ou qu'elle était enceinte? Je sais pas comment ça s'est goupillé. J'ai souvenir pour la deuxième. Pour la première, j'ai souvenir de la grossesse. J'ai pas souvenir du moment où on n'habitait pas ensemble. J'habitais à Aix-en-Provence, elle habitait à Rome. Ok. Et donc. Déjà bravo de réussir à procréer à distance, c'est fort. Non, c'est pour ça qu'après il a fallu quand même qu'on se mette ensemble physiquement dans un lieu commun. Mais non, j'ai pas souvenir de ça. J'ai souvenir de toute la première grossesse et des angoisses permanentes. Et on a dû faire 57 échographies. Chaque fois que en France, on te dit aussi mais t'en es où? Premier écho, deuxième écho, troisième écho. En Italie, c'est pas comme ça. Et donc en Italie, nous, chaque fois que on faisait tomber un verre ou qu'on éternuait, on allait vite faire une écho pour voir si le bébé était toujours vivant. C'était c'était assez rigolo, les courses vers la gynéco romaine. Mais le moment, non. Alors pour la deuxième, oui, puisqu'on nous avait dit non, mais là c'est bon. Il y avait eu une petite maladie, un truc, et le docteur a dit non, mais là c'est bon, de toute façon vous pouvez pas tomber enceinte pendant les 3 prochains mois. Vous posez pas de questions. Puis un mois après, on l'appellera Chloé, et on était très très contents aussi, si tu veux. Mais et donc je me souviens bien de mais merde, mais écoute, très bien, voilà, hop. Mais la première, non, je me souviens pas vraiment du moment. C'est fou parce que c'était quand même, tu vois, de partir de ton désir d'enfant et de. Non, mais je me souviens de toute la grossesse, quoi. Ouais. Des histoires que j'ai racontées au bébé à l'intérieur, tu vois, tout ce qu'on te dit de faire dans les livres et tout ce que t'as envie de faire, en fait. Mais le moment exact, non, j'ai pas souvenir, okay. C'est vrai. Tu te souviens de l'accouchement? Oui, très très bien. Très très bien, mais c'était une césarienne. Ok. Donc c'était rendez-vous. Qui était prévu, donc. Qui était prévu, okay. Ouais, c'était prévu.
Et c'était, ouvrez vos agendas, ce sera lundi à 10h. Et donc, tu vas habillé avec ta jolie veste, là. Et je me souviens oui, puisque en fait, après une césarienne, c'est le père qui s'occupe de l'enfant, puisque la mère, elle est quand même en train de se réveille, quoi. Elle se réveille, et puis il y a une opération, quoi. C'est pas. Et donc oui, j'ai eu ce petit bébé qui hurlait, parce que la première était assez difficile comme bébé. Elle avait des coliques. Alors pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, colique, ça veut dire on sait pas ce que c'est, mais ça va pleurer et ça passera pas. Et il faudra attendre 4 mois et tu vas pas dormir. Mais donc oui, je me souviens très bien de cette salle sombre de l'hôpital où j'étais tout seul avec ma fille sur moi. Donc moi je m'étais mis torse nu pour qu'elle ait au moins mon odeur, puisqu'elle avait pas l'odeur de la mère, et qui pleurait. Et je la serrais dans les bras. Elle a fini par se calmer. Ça a été très long. Et je me souviens de cette infirmière ou aide-soignante, je sais pas, qui passait autour, qui avait décidé qu'elle était beaucoup plus compétente que moi et qui me l'a prise 2 fois pour la laver, pour faire des trucs. Aucune considération pour mon point de vue. Et ce qui s'est avéré quand même très souvent par la suite, je sais pas si tu as vécu ça en tant que père, mais quand t'es père avec une poussette dans la rue, toutes les femmes savent mieux que toi ce qu'il faut faire. Hein. Et si en plus le bébé pleure, c'est fini, quoi. Et ça a commencé le jour de l'accouchement, ouais. Où je me suis senti considéré comme par défaut incapable, et donc voilà, on va décider à ta place et ton avis ne compte pas. C'est un vrai sujet, ça, hein, parce que je crois que ça laisse pas mal de mecs sur le côté, et en fait ça nécessite un effort de venir s'affirmer, de venir faire calme-toi, en fait. Moi, je sais pas encore, mais je vais apprendre, en fait, et j'ai envie d'apprendre, quoi. Comment ça se passe, toi? Comment t'arrives à prendre ta place au milieu de tout ça en tant que papa? Comme tu disais, tu te définis comme papa poule, tu vois? Ouais. C'était une vraie envie, toi, de ta part, de vraiment t'impliquer d'entrée? Oui. Ok. Tout de suite, donner les bains, changer les couches, faire les câlins, faire dormir sur moi, partager les veilles de nuit, et ma compagne trouvait ça normal, était tout à fait d'accord, et donc en plus elle aimait pas changer les couches, et elle avait peur de donner le bain, donc tu vois, c'est ça. Et puis à cette époque, moi je travaillais pas, enfin j'avais créé une boîte qui a coulé, et où il y avait pas d'activité, c'est pour ça qu'elle a coulé, donc j'avais du temps et j'étais à la maison. Donc ça aide aussi. Tu t'es créé un congé paternité à toi, quoi. Ouais, je me suis payé tout seul, ouais. Que j'ai même assez cher, puisque c'est même pas que j'ai pas été payé, c'est que j'ai dépensé pour rien. Ouais. Et c'est quelque chose pour la première que ma compagne m'a laissé. Et elle avait besoin de ça parce que c'était compliqué aussi pour elle. Donc elle est italienne, elle est arrivée en France 1 mois avant la naissance. 1 mois et demi, elle parlait pas français. Ah, yes. Moi, j'avais pas vraiment de job puisque j'avais cette boîte qui marchait pas. Elle était en congé maternité en Italie. Elle avait pas de contrat en France. On vivait ensemble pour la première fois, puisqu'avant, on avait des appartements séparés, voire même assez loin. Donc, on avait rajouté pas mal de, tu vois, et elle avait jamais rencontré ma famille et vice versa. Donc, on avait rajouté pas mal de niveaux de risques. Et donc pour elle, t'avais tout ça aussi à apprendre, parce que pareil, la culture française, quand tu la connais pas, il faut la découvrir. Bien et sûr. Ça te prend de l'énergie. Et donc finalement, ça tombait assez bien. Alors qu'avec la deuxième, elle a passé beaucoup plus de temps. Puis en plus, moi, je m'occupais de la première. À un moment, il faut gérer. Tu vois, t'en as 2, c'est nouveau. Et pour la première, c'était un très positif que j'ai du temps et de l'envie aussi à passer pour partager l'effort parental, parce que quel effort Ouais, ça. Tout le monde te le dit, mais tu sais pas ce que c'est en fait. Oui. Ouais, tu sais pas ce que c'est. J'avais pensé à faire un système de location d'enfants. Ouais. Mais tu filerais aux futurs parents, tu vois, des jeunes couples. Rien que 2 jours. Tenez, prenez pendant 2 jours le gamin, vous choisissez. Ouais. Il est en train de faire ses dents, il est machin et tout. Prenez. 1, 2, 3, 4, 5. T'as mis 6 ou 7 doses de lait, je sais pas. Mince, on refait, mais il est 3h du mat. Les crises pour le couple, c'est dur, hein. Ouais. Tu m'étonnes.
Et toi, pendant ce temps-là, en fait, t'as pas d'autre job. Tu vis bien le fait de cette précarité, parce que tu sais, il y a souvent cette idée aussi de le père, pour le coup, il va assurer les biens matériels, même si c'est hyper cliché, mais il y a toujours ce truc-là qui reste. À l'époque, c'était moi, maintenant c'est plus moi, donc je suis complètement tranquille. Non, j'ai jamais eu ça. Ok. Ouais, jamais eu ça. Mais j'avais gagné beaucoup d'argent avant, donc j'avais de l'argent de côté, et donc j'avais pas de soucis matériels. Ça aurait été abusé d'avoir la moindre angoisse matérielle. Bah, il y a des gens qui ont des angoisses matérielles, même s'ils ont beaucoup d'argent de côté. Hein, ça, ah ouais, ça non. C'est pas ton style. Non, c'était pas. Non, ça allait. Comment ça se passe, tes filles qui grandissent et toi en tant que père? Alors t'as Enfin voilà, tu les vois grandir, c'est super, c'est top. Tu leur apprends des trucs, elles apprennent. Il y a des étapes clés. Me souviens très bien de la première fois où j'ai joué avec la grande, où ça a été un échange. Donc le premier, parce que au début t'es avec les bébés, donc t'as un échange, mais c'est un échange de adultes qui s'occupent de l'enfant. Mais c'est pas un je joue d'égal à égal. Et un jeu où on se marre ensemble, parce que ça me fait marrer aussi pour de vrai, et pas de jouer avec une carotte en peluche, quoi. Et à m'ébahir du fait que tu réussi à l'attraper. Mais c'est une vraie question aussi, ça. Est-ce que en tant que parent, tu joues avec ou tu joues à côté? Eh ben moi, tu regardes les enfants jouer. Moi, je me souviens, une des premières grandes émotions et de passage, en fait, c'est le jour où j'ai joué avec. C'est, tu vois, on était dehors et je lui dis de mettre son chapeau, elle le prend, elle me regarde, elle le jette par terre en rigolant. Alors là, je cours, je l'attrape et je cours derrière elle et elle s'enfuit et on commence à jouer. Je t'attrape, je te mets le chapeau, je le rejette et voilà. Et donc ça, c'est une première étape. Deuxième étape quand ils sont deux. Donc là, faut gérer quand même. C'est dur pour la première. Deuxième étape aussi. Parce que ta deuxième, elle a 2 ans de moins. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez rapproché quand même. C'est assez rapproché. Et puis, alors, je sais pas si ça t'a fait ça. Quand on attendait la deuxième, je me demandais quand même, mais comment je vais pouvoir l'aimer autant que la première? Alors que la première, je l'aime à un niveau qui est énorme, mais c'est plus possible, tu vois, il y a plus de place. Et en fait, boum, ça apparaît. Enfin, j'avais lu un truc, l'amour est infini, mais c'est incroyable. Je sais pas si. Et donc, toi, t'as pas finalement de difficulté, ça vient automatiquement. Et par contre, pour la première, c'est un peu compliqué, donc il faut arriver à gérer ça et à créer une famille où il y en a deux, créer l'équilibre. Donc ça, c'est une deuxième grande étape. Est-ce que ton aîné est passé par cette phase de je veux faire en sorte de me débarrasser de la petite sœur ou pas? Alors oui, il y a eu ça. T'as eu une régression évidemment. Oui. Et il y a eu ça un peu tout le temps. On avait l'impression que. Et un jour, elle s'est retrouvée face à ce. Tu me fais penser à une anecdote. Elle s'est retrouvée face à ce choix. Et elle a choisi de garder sa sœur. Alors qu'est-ce qui se passait? On était dans je sais pas quel salon, là, un salon, tu sais, des animaux là où t'as des petits chats, des petits trucs et tout. Une foire. Et il y avait sa petite sœur dans la poussette qui devait avoir 6 mois, 1 an, et elle devait avoir 3 ans et demi, quelque chose comme ça. 4, bon, je sais pas, bon, elle savait parler en tout cas, elle marchait et elle avait compris qu'elle avait une sœur et ça lui plaisait pas tous les jours. Et là, il y a une dame qui s'approche, c'est une dame un peu âgée, un peu une tête de sorcière, hein, et qui voit la petite et qui dit « Oh, comme elle est belle, comme elle est belle, comme elle est belle !» La grande qui s'énerve pour qu'on parle de la petite et tout. Et alors là, la dame se rend compte, elle voit la grande, elle dit « Ah, mais elle est tellement belle ta sœur, est-ce que tu veux que je la prenne ?» Et là, la grande nous a regardé, nous on n'a rien dit. Genre, pourquoi pas? Et elle a réfléchi, elle s'est mise entre la dame et sa petite sœur, et elle a dit non. Et donc là, je pense que tu vois, ça a été un moment où un déclic, ouais. Un déclic en tous les cas pour elle. Elle a eu ce choix-là, où elle l'a imaginé comme ça, et elle a choisi de garder sa sœur. Et la petite sœur a été en adulation totale sur la grande sœur. Puis maintenant, c'est des relations plus classiques. Rends-moi ma chambre, sors d'ici, c'est mon crayon, c'est mon chouchou, tout ça. Bon. Elles s'entendent bien? Oui, elles s'entendent bien. Ouais. Elles s'entendent bien. Quand elles ne s'engueulent que quand elles sont dans une situation hyper confortable, très sécurisée, à la maison, etc. Dès qu'elles sont dehors, dans une gare, dans un aéroport, chez des gens, ça fait bloc et elles sont l'une avec l'autre, quoi. Comment ça se passe d'élever un enfant dans un couple biculturel comme ça?
Bah, je sais pas comment ça se passe autrement, donc je peux pas trop te comparer. Non, mais par exemple, ne serait-ce que par rapport à la langue. Ouais, mais elles sont bilingues. Ouais. Mais moi presque. Enfin, je parle très bien italien. Et donc, on se mélange les langues. Au début, on parlait italien, nous, dans notre couple, puisque ma compagne ne parlait pas français. Et donc, les filles passent beaucoup de temps en Italie, dans leur belle famille. Donc, elles parlent italien. Et comme un jour, ma sœur qui demande à ma fille, mais depuis quand tu sais parler italien? Et ma fille qui réfléchit et qui dit, je sais pas en fait. Je depuis toujours parler italien. Et donc, chez nous, au niveau de la langue, c'est une espèce de mélange. Donc on utilise des mots français, des mots italiens, beaucoup d'italianisme, beaucoup de, tu vois, c'est j'ai chivolé par terre, c'est parce que chivolare c'est glisser, c'est tout le temps comme ça et on s'en moque. Maintenant, elle se moque de l'accent de ma compagne en français et de mon accent en italien. Donc ça c'est un peu désagréable. Et donc elle nous corrige. Ouais, non, c'est bon, ça. Merci, mais bon quand même. Et rien parce que non, je sais pas, moi c'était un plaisir et un bonheur tout le temps. Juste c'est rigolo le bilinguisme, il y a quand même un moment où tu vois, je me souviens une fois il y en avait une qui voulait je sais pas, je vais dire du chocolat au petit-déj, un truc, mais moi j'avais dit non. Et elle se retourne vers sa mère et elle commence la négo mais en italien. Et je vois que la mère s'apprête à céder. Alors là, j'interviens, je dis non, mais j'ai dit non, ce sera non. Et elle se retourne vers moi, elle dit je parle italien avec ma mère, tu te tais. Elle avait 3 ans, 4 ans. Voilà, donc c'est des trucs. Et puis tu vois bien aussi à quel moment j'utilise telle langue. Enfin, ça se. J'utilise beaucoup. Donc l'italien c'est la langue maternelle et donc elle l'utilise beaucoup pour l'émotion. Et le français plus pour la discussion, la raison, c'est la langue de l'école, quoi. Ok. C'est intéressant. Parce qu'il y a des couples pour qui c'est en fait. Moi je parle français, donc tu vas me parler français, je te parle en français, et comme ta mère elle est, je sais pas, anglaise, la discussion se fait dans ce sens-là aussi. Oui, c'était ça au début. Ok. C'était ça au début, mais maintenant tout s'est mélangé, et comme tout le monde parlait 2 langues dans la maison. Tu vois, par exemple, on avait une copine ce week-end à table, et enfin qui était venue, qui était invitée, et puis elle a déjeuné avec nous, ou elle a dormi le soir, je sais plus. Et donc on parle, tout le monde discute. Et à un moment, je la vois qui regarde Mathilde, qui donne un petit coup de coude. Et là, Mathilde dit, non, mais maman, en français. Et ma compagne avait switché en italien. Pof. Oui. Mais personne s'en rend compte, en fait, dans la maison qu'on switch en italien. Et sauf qu'elle, elle parle pas italien. Et donc, elle s'est retrouvée exclue. Et elle a fait remarquer à sa copine, non, mais attends. Donc, pour nous, c'est complètement mélangé, quoi. Ok. Parlons un peu de la création d'Équateur. Comment en fait, à quel moment tu te dis ok, c'est cool, je vais réussir à monter cette boîte pour qui, j'imagine, à l'époque tu avais déjà des ambitions. Enfin, tu montes pas un projet d'énergie renouvelable comme ça en te disant je vais faire ça dans mon coin, quoi. Même si ça a commencé comme ça. CF histoire de succès, allez réécouter. Comment tu te dis ok, mon objectif c'est de réussir à concilier. Tu te le dis d'entrée, ça? C'est un vrai objectif pour toi? Mais je me raisonne pas comme ça en termes d'objectifs. Okay. Non, je me dis que ça va pas être un problème du tout. Et puis je fais Équateur aussi pour laisser un monde meilleur à mes filles. Beaucoup même d'ailleurs. Le problème du réchauffement climatique en soi, c'est pas un problème de la planète. La planète, elle va rester. Elle a eu d'autres époques. Elle a eu l'ère primaire, secondaire, quaternaire. J'ai oublié tout ça. On n'a pas vraiment besoin de la sauver, nous. Hein. On se dit souvent qu'il faut qu'on sauve la planète en tant qu'humain. En fait, c'est sauver l'espèce humaine. Et pour moi, c'est même plus court terme. C'est éviter des guerres civiles, des guerres et un monde où les ressources deviennent tellement limitées qu'on se fout sur la gueule. Et que quand on se fout sur la gueule, les premières victimes sont souvent les femmes. Et donc l'ambition ou une des ambitions derrière Équateur, c'est que moi je fasse le maximum pour que ça n'arrive pas. On n'a pas parlé du fait que tu aies justement 2 filles. C'est un vrai truc. T'aurais aimé avoir des garçons, toi? Comment ça se goupille dans ta tête? Je suis très content d'avoir des filles. Ouais. J'ai un copain qui a eu des enfants bien avant moi, et je me souviens un jour j'étais allé. Oui, tu vois, j'avais peut-être envie d'enfants déjà à l'époque. J'étais allé le voir, et on était allé se promener dans la rue. Voilà, enfin, tu vois, faire du shopping. Et lui, il est là. Ses filles partent un peu plus loin.
avec leur mère, et puis on se recroise. Et donc, t'avais la petite fille qui était au bout de la rue et le papa qui était là. Et elle dit, papa! Et lui, il dit, fais des filles. Et il s'accroupit, il écarte les bras et la fille, elle court, tuk, 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 tuk. Et donc, voilà, non, je suis très, très content d'avoir des filles. Et puis, si j'avais eu un garçon, j'aurais été très, très content d'avoir un garçon. Et puis, voilà, enfin, T'avais une préférence avant de... Ouais, je voulais une fille. Okay. J'en voulais une, au moins une. Après, ça m'était égal. Est-ce que c'est... À quel moment tu t'es rendu compte que c'était comme tu dis, compliqué d'élever une fille dans cette société là aujourd'hui? C'est un truc qui t'est venu dans la tête à un moment donné ou? Ben alors déjà, donc ma compagne fait une très belle carrière et plus tard on a discuté. Bon ben t'es venu à Paris, tu vois, tout ce que je viens de raconter, c'était il y a quand même des réflexions chez elle aussi. Et est-ce qu'on revient en Italie un jour? Et je sais pas si on le fera, mais en tous les cas, sa première réflexe c'est je ne veux pas élever des filles en Italie. Parce que c'est encore plus machiste professionnellement dans la culture qu'en France. Et donc, c'est une manière de les protéger, entre guillemets, que de les faire grandir en France. Et il y a encore pourtant beaucoup de boulot. Hein. Genre quand t'es en CE2, que la prof te dit tiens, c'est le moment d'aller voir le bulletin. Donc tu vas, tu discutes. Et en maths, t'as un peu des moins bonnes notes, mais bon, c'est une fille. Pardon, tu vois, pardon. C'est un genre de truc qui me faisait vriller, moi. Et tu regardes ça, quoi. Mais pourquoi tu dis ça? Alors, je t'explique, elle en a bouffé des maths après, là-bas. Mais donc, en France, c'est quand même assez fort aussi, ça. Et je deviens obsédé par tous les faits divers de femmes battues, de filles violées. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Je sais pas comment. Il faut que je trouve une solution parce que chaque année, ça m'angoisse plus que les autres années et il faut que j'arrive à gérer ça parce que ça devient... Moi, j'ai arrêté de suivre, par exemple, Nous Toutes, tu sais, pendant l'année où elle faisait le décompte des femmes mortes. Ouais. Parce que, en fait, c'est bon, je le sais, tu vois, que, en fait, c'est compliqué. Et ça ne me sert à rien que je le vois tous les jours popper de, en fait, ok, t'as une fille aujourd'hui, t'as 2 filles, peut-être qu'elles vont se retrouver dans cette situation-là, quoi. Buté par un mec parce qu'en fait le mec avait décidé, n'a pas réussi à gérer sa colère et donc il a décidé de la buter, quoi. Mais moi j'ai remarqué Google que c'était une obsession parce que Google Actualité me pousse que des histoires comme ça maintenant. Parce que je clique tout le temps dessus. Enfin c'est un cercle vicieux en plus avec c'est une bulle, hein. C'est une bulle. Et ouais, mais c'est une angoisse que j'ai pas de solution. Si quelqu'un a une solution, julien.tchernia@equateur.fr. Mais oui, c'est complexe, je trouve. Parce que là, elles ont 10 et 12 maintenant ? 10 et 12, ouais. Elles rentrent dans l'adolescence. Donc, celle qui a 12 ans rentre dans l'adolescence, ouais. Bon, celle qui a 10 va pas tarder, mais pré-ado. Ouais, mais elle ça va vite, hein, l'adolescence. Oui, non, mais ça va vite, mais comme elle est la deuxième, elle tarde un peu. Elle joue son rôle, elle pousse le rôle de petite à fond pour en profiter, pour faire la différence par rapport à la grande, en fait. Et comment vous appréhendez justement le fait qu'elle va découvrir, là, elle rentre au collège, alors c'est ça? Donc là, elle est en 5e cette année, ouais. Comment on appréhende? C'est ça, je sais pas, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Petit à petit, on lui apprend des trucs parce que la petite m'a demandé ce matin ou hier soir, c'est quoi le harcèlement? Maths, ça casse. Qu'est-ce que je réponds, quoi? T'es là, il est tard et tout, et d'un coup la question hyper importante. Donc, est un harcèlement classique où t'as le harcèlement sexuel et qui est souvent employé le mot harcèlement comme finalement une forme d'harcèlement sexuel. Et donc voilà, harcèlement scolaire peut-être, elle en a entendu parler. Et là, elle parlait probablement du harcèlement scolaire. Et moi j'ai dit, c'est comme si on te dit une fois, t'es italienne, c'est nul. Ça c'est de l'agression. Mais si on te le dit tous les jours, matin et soir, tout le temps et que tout le monde t'en parle, ça devient du harcèlement quand on te le fait beaucoup. Et voilà. Mais c'était juste avant le débat Zemmour-Mélenchon en plus. Waouh, le top du top. Mais quelle soirée. Ouais, quelle soirée. Allez au lit, hop. Mais donc oui, j'ai pas les réponses à ça. J'ai pas les réponses. C'est des préoccupations, mais j'ai pas de solution.
On fait attention. Est-ce qu'on fait assez attention? Est-ce qu'on fait attention comme il faut? J'ai aucune idée de ça, aucune idée. C'est dur d'être parent. Hein. Bah oui. Tu sais pas en fait. En fait, tu sais pas. Tu fais ce que tu peux. Hein. Je crois que c'est plus ou moins la catchline de mon podcast. Ouais. C'est dur d'être parent. Hein. Mais non, mais je sais pas si les autres t'ont dit. Mais tu vois, moi, avant qu'elle naisse la première, je savais ce qu'il fallait faire. Alors là, elle mangera que ça, elle dormira là, et tuc. Mais au bout de, mais même pas 24 heures, tu lâches tous tes principes parce que tu dois trouver une solution maintenant. Et donc, principe, pas principe, non, mais là, faut qu'elle mange, faut qu'elle dorme, faut faire un truc, quoi. Pas de tétine, non, mais rien à faire, non, je veux. Et ça change pas, ça. Ouais, ça change pas parce que les questions, elles t'arrivent, t'es pas préparé. Et voilà. Waouh. Et voilà. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voudrais aller chercher un peu plus de parents un peu plus âgés, de darons un peu plus âgés, tu vois, qui sont passés par des phases pour pouvoir transmettre aussi, tu vois. Mais j'ai beaucoup d'amis à moi qui ont mon âge et qui ont des enfants beaucoup plus âgés, puisque moi j'ai eu des enfants assez tard par rapport à ma génération. Et des filles en pleine crise d'adolescence, avec parfois des situations familiales compliquées qui peuvent expliquer ces situations, mais après ils doivent y faire face et c'est pas drôle. Hein. C'est pas drôle. Hein. Et ben voilà. Mais ils m'ont pas donné de solution. Ils m'ont juste dit ça sera pareil. Prépare-toi. Ok. C'est intéressant. Bon, on a un peu digressé, mais je voulais parler d'Équateur aussi, de ta place de boss et de la place de tes filles en fait aussi dans la boîte au sein de ton projet. Mais c'est intéressant que tu dises que aussi cette envie de créer cette boîte te vient aussi du fait de vouloir comment dire, faire en sorte de protéger quelque part tes filles, en tout cas de faire un truc qui va vers ça. Je m'y retrouve pas mal parce que j'ai fait Mademoiselle, moi, si tu veux. Oui, oui. Un peu, voilà. C'est pareil. Non, mais on est d'accord. Et le deuxième truc, après, c'est le quotidien. Elle vit Équateur au quotidien. Ce qui est pas simple parce que la vie d'entrepreneur, tu sais, c'est des hauts et des bas. Elles connaissent mes têtes maintenant. Elles appellent t'as ta tête de blague ou t'as ta tête de fâché ou t'as ta tête de ça s'est bien passé au bureau ou ça s'est pas bien passé au bureau. Et donc, quand je rentre, que j'ouvre la porte et que ça s'est pas bien passé au bureau, en fait, maintenant, elles le voient. Elles s'éloignent puisqu'en général, je suis assez tendu. Là, donc, on a eu une année avec des hauts et des bas. Et il y a un moment où c'était très dur et j'ai trouvé un petit mot dans mon lit écrit. Ah. Je pensais pas que ça. T'as le droit d'avoir des émotions, tu sais, ici. T'es pas le premier daron à pleurer à mon micro, t'inquiète. Hein. Non, je pensais pas que ça me ferait ça. Mais donc, voilà, cool. qui disait, on a vu que c'était dur et tu vas t'en sortir, c'est cool. etc. Mais Trop donc, bien. ça veut dire qu'elles le vivent aussi, ce qui est peut-être pas la meilleure chose à faire. Bon, comment tu veux... Tu peux pas les protéger, hein, de ta vie. Je vais faire une autre anecdote plus drôle alors, pour changer. Sur une dictée, la petite revient sur toute malheureuse, elle dit j'ai fait une faute, papa l'a dictée. Et la dictée, c'était l'histoire d'un enfant qui allait visiter le pays, l'Équateur. Et elle avait oublié le W. Oh. Et donc pour elle, l'Équateur, ça s'écrivait comme pour ma société EKWATEUR. Et donc elle s'était trompée dans l'orthographe d'Équateur, le pays, mais elle pensait que la bonne c'était le W et elle avait honte de s'être trompée sur ce mot-là qui aurait dû être parfait et que donc ça n'allait pas du tout. C'était rigolo. C'est dur, hein, je trouve, de réussir à... Tu sais, t'as cette fameuse expression de laisser tes problèmes à la porte, quoi, tu vois. Quand t'es entrepreneur, c'est... Ouais, et en plus, tu travailles la moitié du temps à la maison. Oui, en plus, là, on sort du confinement. En plus, avec le confinement, tu vois, c'est pas possible. Il y a une période où je négociais un contrat avec une grosse boîte et c'était un contrat, on a mis 6 mois à le négocier avec des avocats partout et tout. Et j'ai appelé la personne qui s'appelait Michael et c'était des coups de téléphone en anglais le soir. Et en fait, Michael est rentré dans la maison. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est ah mais papa, tu dois appeler Michael. Ok, c'est bon, on a signé le contrat. Maintenant, Michael, je vais plus l'appeler. Ah bon, tu m'appelais appeler Michael. Et ça avait fait marrer Michael d'ailleurs, à qui j'avais raconté l'anecdote. Donc oui, ça rentre dans la maison. Et t'as les prix de l'énergie qui augmentent beaucoup en ce moment. Et j'ai une question de ma grande fille. C'est alors, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, etc., etc.
Ah oui, 12 piges. Et puis... Alors papa, ouais. comment ça va se passer en termes de business par rapport aux résultats de l'année prochaine? Mais vous gagnez de l'argent ou pas? Ah non, pas encore. Mais je comprends pas. Non mais ok. Et c'est dur ça aussi, faire prendre conscience de pourquoi ta boîte elle gagne pas d'argent et comment elle tourne de ce fait-là, quoi. Et qu'elle va en gagner, mais que pour l'instant pas encore. C'est des investisseurs qui viennent. Ah bon, mais alors c'est plus ta boîte? Ben non, plus complètement. Ah oui, d'accord. Enfin il faut que t'expliques ça. Et puis le deuxième truc, c'est que elle en sait déjà plus, je crois, que 80% des Français sur comment ça fonctionne capitalistiquement une boîte. Elles en savent plus que moi à leur âge, mais vraiment beaucoup plus, c'est sûr. Et puis sur l'énergie aussi, moi ça je suis intraitable parce que quand il y a des interros en physique sur l'énergie et qu'elles font des fautes, là je suis vraiment fâché. Il y en a une qui est revenue, m'a dit j'ai pas eu la meilleure note. Je dis qu'est-ce que t'as fait? Le réchauffement climatique, c'est la couche d'ozone. Quoi? Et je t'ai expliqué ça depuis que t'as 1 an. C'est les gaz à effet de serre, c'est pas la couche d'ozone. Ah mince papa et tout. C'est la honte pour mon nom. Et voilà. Et donc voilà, c'est comme ça qu'Équateur est dans la maison, c'est-à-dire. Et puis tout le monde me dit oui, mes enfants sont vachement écolos, j'ai des Greta Thunberg à la maison. Moi, c'est l'inverse. Hein. C'est papa avec l'écologie commence à fatiguer. Donc voilà. Oui, j'imagine qu'il y a un peu un backlash de ça là. Elle dit ça va, laisse-nous vivre un peu, quoi. Ouais. C'est intéressant. Mais donc elle se soucie beaucoup moins de la planète que moi, je trouve. Ouais. Bon. Mais écoute, ça viendra avec le temps. Moi, je crois qu'il y a aussi ce truc de... Toi, en tant que parent, t'as pas envie de leur laisser... de leur laisser le truc le mieux possible, quoi, tu vois. Forcément, elles ont pas conscience de ça. Elles le comprendront peut-être plus tard. Oui, j'espère. Si ça marche. Si ça marche, j'espère. Ou peut-être en écoutant ce podcast. Peut-être en écoutant ce podcast un jour. Je vais leur bloquer ton site. Mais ouais, tu disais aussi que tu racontais que tes filles venaient aussi dans la boîte. Elles font aussi partie. Oui, alors ça c'est le gros avantage quand t'es patron, parce que les fils de mon associé aussi. Donc une fois tu les fais venir parce que ça t'arrange, il y a une maîtresse qui est pas là et donc là elles arrivent dans ta boîte. Nous on a une boîte plutôt sympa, tu vois, start-up, il y a une console de jeux vidéo, il y a des couleurs partout et tout. Elles ont adoré. C'était beaucoup plus grand que chez nous, puisqu'on habite dans un petit appartement à Paris. Et donc après, elles m'ont demandé d'y venir le week-end pour aller faire des dessins sur les tableaux, pour aller jouer avec la borne d'arcade. D'ailleurs, la petite pense qu'on travaille pas chez Équateur, on fait que jouer, puisque tout le monde a des petits jouets, tu sais, sur son bureau. Et puis on s'en est même servi, puisque c'est pas loin de chez moi. Pendant le confinement, le premier, le plus dur, nous on était donc à 4 dans 65 mètres carrés. Et donc, je les ai amenés quelques fois au bureau pour qu'elles courent. Oui, parce que là, il y avait 200 mètres carrés et elles pouvaient courir dans les couloirs et il y avait une terrasse en haut. On a même pique-niqué sur la terrasse en haut. Donc, oui, elles connaissent très, très bien. Après, j'ai dû faire un stop parce qu'en fait, moi, y aller le week-end, au bout d'un moment, toi, c'est pas drôle, tu vois. Donc maintenant, on y va quand même moins. Mais c'est moi qui bloque, quoi. Tu racontais aussi que t'avais ce truc de vouloir te barrer à 17h si jamais t'avais besoin d'aller chercher tes filles à l'école et que, en fait, peu importe la vie de la boîte, à un moment donné, toi, tu fais en sorte de vouloir. Oui, tu vois, là, j'ai fait, tu dois le vivre aussi, les réunions quand à la rentrée où tu rencontres. Non, moi, je les vis pas, je suis trop loin, mais j'adorerais vivre ces réunions. Ah non. Alors voilà, mais ça tombe sur moi. Ouais. Chacun doit faire sa part. Et donc là, j'ai fait la réunion au collège avec tous les profs, la réunion avec la prof de CM2 que j'avais déjà fait il y a 2 ans puisque c'est la même prof de CM2. Et donc, et c'est hyper important d'y être. Tes enfants veulent savoir que tu y es. Et donc, il y a rien de plus prioritaire. Et donc, tu bloques sur ton agenda. Et en fait, c'est pas très compliqué de bloquer sur un agenda. Moi, je suis pas d'accord. Tu le bloques et tu dis, si j'avais une réunion avec le ministre, les autres réunions, je dirais non. Et là, c'est pareil. C'est pas le ministre, mais c'est pour mes enfants. Et les autres réunions, je dis non. Et parce qu'on a parlé effectivement un peu de ça. Et je t'avais dit que c'est plus simple de dire je ne suis pas là pour un match de foot que je ne suis pas là pour garder mes enfants. Et je le vois dans l'autre sens. J'ai des fournisseurs qui me disent ah mince désolé finalement je suis en retard, tu sais c'est mes enfants, et qui jouent un rôle devant moi de je suis obligé de m'occuper de mes enfants,
C'est vraiment pain in the ass. Je le fais quand même. J'espère. Mais je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'ils sont très contents en fait. Mais ils jouent ce rôle de l'homme bosseur qui, parce que divorce, machin, ça lui tombe dessus et qu'il faut bien que je comprenne que ça le fait autant chier que ça doit me retarder moi mes projets avec lui. Et je suis surpris chaque fois d'entendre ça parce que je suis persuadé que c'est pas la réalité. Non, je l'ai pas dit encore. Ok. Je pourrais lui envoyer ce podcast. Non, parce que c'est intime, je connais pas bien, tu vois, c'est un fournisseur, quoi. Et donc, je vais pas lui dire, non, mais c'est bon, parce que si ça se trouve, effectivement, il a un problème avec sa famille, je sais pas. Ouais. Mais je pense pas. Moi, je comprends un peu cette position aussi, où t'es obligé de te mettre là-dedans, quoi. Ok. J'ai 2 questions à te poser pour la fin de... Je sais pas, peut-être qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, dont t'aimerais parler, en fait. Non. J'ai déjà dit trop de trucs, là. Ouais, donc j'ai 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu deviennes père sur la paternité? Quel conseil t'aurais aimé qu'on te donne? C'est un conseil que j'ai eu un peu après la naissance d'amis à nous, des voisins qu'on a rencontrés, qui est c'est normal que ce soit la catastrophe, c'est normal que ce soit la galère. C'est normal que tu sois épuisé. C'est normal que tu aies envie de plus voir ton enfant au début, quand il pleure toutes les nuits. C'est normal que tu t'engueules avec ta femme parce que de toute façon, tu vas pas t'engueuler avec le bébé. Donc, tu t'engueules avec le seul être vivant qui est à côté de toi à ce moment-là. Et donc, tout ça, ça passe. Et donc il faut juste dire qu'on le subit, qu'on l'a tous subi et que tout le monde le subira. Et nous, c'est des gens qui nous l'ont dit à un moment où ils nous ont vus épuisés. Et on dit, nous, on a eu ça. Puis maintenant, tu vois, il a 2 ans et ça va beaucoup mieux. Et ça a sauvé, je pense, notre couple. Et donc je le dis, et voilà, c'est normal. C'est normal d'être exaspéré quand tu dors pas depuis 1 mois et demi ou 2 mois. Et donc, c'est pas toi. Voilà. Et ça passe. Très bon conseil, je crois. Même si je crois que c'est un truc qu'on dit beaucoup aux parents et qu'en fait, il faut vraiment être dans la sauce pour se rendre compte. Il faut vraiment être dans la sauce pour se rendre compte. À quel point c'est dur. La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tes filles si elles écoutent ce podcast dans 10 ans? Oh là, non, j'aime pas cette question parce que elle me rappelle un épisode Covid chez nous. Où, il y en a une qui a eu le Covid, puis donc on a eu tous eu le Covid, parce que c'était petit. Et donc moi j'ai eu un Covid presque sans symptômes, mais sauf que on te dit tellement sur BFM que le Covid en une nuit peut t'emporter, que j'ai passé la nuit à penser aux lettres que je devais écrire à mes filles, qu'elles devraient ouvrir quand elles auraient 18 ans et tout. C'était une nuit atroce, c'était vraiment de la dépression ignoble. Et donc, j'ai rien trouvé d'intelligent d'ailleurs. En plus, c'est ça qui est peut-être aussi angoissant. Rien. Dans 10 ans, j'espère que vous êtes toujours aussi adorable, heureuse et contente. Et de toute façon, je vous aime toujours. Voilà. Ah oui, mais t'es pas obligé d'en faire un exercice de t'es mort et tu vois. Ah ouais, non mais voilà, c'est ça. Ouais. Non, dans 10 ans, écoute, je sais pas. Écoute, gros bisous, merci pour ces années et je suis sûr que les 10 prochaines années ont été merveilleuses aussi. Et donc, c'est compliqué comme exercice. Non, ça te fait chier de te projeter? C'est rare parce que d'habitude les darons ils aiment bien répondre à cette question. C'est une question que je pose à tout le monde. Ah ouais, d'accord. Non, moi ouais. Non, mais je le respecte après. Hein. Je sens que t'es j'esquive. Allez hop. Ouais, non, j'esquive. Ouais, on verra. Ok. Je sais pas. Ouais, ok. Les autres très bien. Moi non. Je peux pas te dire autrement. Merci beaucoup, Julien. Je t'en prie. Merci à toi. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur.
Merci à vous et rendez-vous tous les 1er et 3e lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.